Et comme chaque dimanche sur Radio J, on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir Vladimir Fedorovski pour l'histoire des grands personnages de la Russie et de l'URSS. Bonjour Vladimir Fedorovski. Quel plaisir d'être avec vous et aujourd'hui on entre dans le vif du sujet. Parce qu'on va parler de ministre de la Défense. Et je rappelle effectivement votre dernier livre aussi, Napoléon face à la Russie, paru aux éditions Balland. Vous venez de le dire aujourd'hui au programme, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu. Alors que le pays, la Russie, est en guerre, comment expliquer qu'il s'exprime si peu? C'est un personnage assez bizarre pour moi. Vous savez que c'était ministre, il y avait deux ministres les plus populaires, inamovibles, il faut dire, depuis que Poutine est au pouvoir. Il y avait notre ami Lavrov dont on a parlé la semaine dernière, mais aussi il y a Shoïgu qui est devenu ministre particulier. Ministre, vous savez, le ministre de la guerre n'a jamais servi dans l'armée. C'est quelqu'un qui est plutôt un homme politique, qui supervise l'establishment militaire, mais depuis le conflit ukrainien, évidemment, les militaires, ils ont pris vraiment l'importance tout à fait importante. Pas nécessairement Shoïgu. Pourquoi Shoïgu s'exprime si peu? Tout d'abord parce qu'il laisse le commandant en chef, et c'est une astuce politique, il laisse s'exprimer surtout son commandant en chef. Dans la réalité, c'est surtout Poutine qui parle. C'est Poutine qui détermine les choses, Shoïgu est plutôt exécutant, fidèle, souvent affable, mais il était choisi parce que Poutine, il n'a rien à craindre de Shoïgu. Il n'a pas de prétention politique, il lui est resté fidèle, et surtout dans l'establishment militaire, il a une autorité plutôt relative. Deuxième aspect, et ça c'est une chose. Vous savez, Shoïgu consciemment fait antithèse du président Zelensky, qui parle, comme vous le savez bien, beaucoup, qui s'exprime devant tous les parlements du monde, et les Ukrainiens, ils ont l'habitude d'utiliser beaucoup la presse. Shoïgu, il a préféré vraiment un profil bas. Il donne des informations parfois précis, parfois moins précis, mais il attend que ça soit reconnu par tout le monde. Regardez comment il a réagi aux déclarations à l'enfilé quand l'Occident a prédit que les Ukrainiens vont gagner la guerre, il y a une année, il y a l'offensive qui sera réussie, etc. Shoïgu ne disait rien. Il disait les faits vont contredire, parce que ça ne se passera pas comme ça, et il attend les faits qui tombent, quand les faits sont reconnus, et après, il s'exprime. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur le plan militaire, ce n'est pas lui qui gère la guerre. Celui qui gère la guerre, c'était son chef d'état-major. Il s'appelle Gerasimov, qui est un homme assez pointu, il faut dire. Et Gerasimov, c'est le constructeur vraiment de toute la stratégie là-bas. Parfois, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui... Il y a tout un débat, comment gérer ça, par exemple. Pointu, vous dites, mais on se pose la question aussi sur la force armée russe quand on voit ce qui s'est passé avec la milice Wagner. Non, milice Wagner, c'était un épisode qui était là-bas. Vous êtes dans le narratif que l'Occident a développé depuis longtemps. C'est une question qui se pose. Non, je comprends votre question, mais je veux vous dire, le narratif est bel et bien existé. C'est un narratif assez dangereux, et Napoléon, dont je parlais dans mon livre, nous a prévenu de ça. L'Occident, pendant 2 ans, il a beaucoup pris sur le plan militaire ses désirs pour la réalité. Le message était très simple, que les Russes sont nuls, qu'ils ne s'arrivent pas... Ça, on en a déjà parlé. Mais je vous signale, ça s'est passé comme ça. Et je dois vous dire que les faits ont basculé très vite. Bien sûr, Pourquoi? Mais concernant Sergueï Shoïgu, par rapport à ce qui peut se passer dans des milices comme Wagner, etc., puisqu'il est ministre de la guerre, pourquoi est-ce que ça arrive malgré le fait que Vladimir Poutine dirige tout et malgré le fait que Sergueï Shoïgu soit un fin stratège, comme vous l'avez dit? Non, il n'est pas fin stratège, c'est quelqu'un qui est politiquement subtil. Mais je dois vous dire, la décision a été prise par Poutine à un moment difficile du début, parce que vous savez, il ne faut pas oublier que Poutine s'est trompé au début. Et au début, il a utilisé toutes les forces qui ont été dans sa présence, notamment
ces forces de la milice privée, Wagner. Ça veut dire que Sergueï Shoïgu, il sert à rien? Non, pas du tout. Ça, c'est pas vrai. Au contraire. Puisque vous parlez toujours de Poutine, c'est pour ça que je pose la question. Non. Shoïgu sert d'auparavant dans trait d'union entre l'armée et Poutine, mais trait d'union avec laquelle il peut être en confiance totale. Il n'a rien à craindre de la part de Shoïgu. C'est tout le contraire. Vous avez cité Prigojine, qui est maintenant disparu. C'était un personnage exubérant, tout à fait charismatique, avec l'influence sur ses forces directes, etc. Il a beaucoup de choses à craindre là-bas. Il y avait un autre dirigeant qui était aussi un peu hostile à Shoïgu, aujourd'hui limogé. Il y avait un commandant en chef local qui s'appelait Souvorokine, qui a construit d'ailleurs une ligne de défense tout à fait efficace qui porte son nom. Il était limogé. Tous ces gens-là, ils ont été limogés et parfois ils ont disparu dans les conditions tragiques dans le cas de Prigojine. Pourquoi? Parce que Poutine, il a compris qu'ils peuvent jouer leur propre jeu. Shoïgu est fidèle des fidèles. Il est décrit comme le spin doctor de Vladimir Poutine, souvent. C'est le cas? Oh, il ne faut pas... Vous comprenez, c'est un personnage utilisé par Poutine qui a confirmé sa fidélité, et c'est tout. Il sert à lui comme un instrument politique de l'influence de l'armée. Je dois vous dire quand même... Il est décrit aussi comme un conseiller en communication pour Vladimir Poutine, notamment sur son image très... Non, pas du tout. Poutine, il ne prend pas des conseils... Depuis qu'il a brûlé ses ailes avec l'équipe américaine qui lui a conseillé de montrer ses muscles. Et après, il était copié, comme vous le savez bien, par d'autres présidents ailleurs, avec ses muscles, etc. Il ne prend plus d'équipe de communication. Poutine, il gère la communication lui-même. C'est un grand artiste. Et en ce qui concerne Shoïgu, il aime bien de gérer ça. Et finalement, pendant un temps, il était tout à fait populaire. Il a réussi sa communication. Maintenant, c'est un autre cas, parce que c'est un autre cas de figure. L'armée joue un rôle. Il y a l'armée qui joue un rôle beaucoup plus important qu'avant. On va voir comment c'est l'évolution de la situation militaire, mais tout dépend de l'évolution de la situation militaire. Maintenant, les Russes progressent. Ils pensent que les Russes, ils vont prendre... vraiment, ils vont progresser. Et dans ce contexte-là, l'armée, il peut jouer un rôle très important sur le plan politique. D'où vient l'importance de Shoïgu? Parce que Shoïgu, il calme les choses dans l'armée. Il supervise en quelque sorte les forces armées qui peuvent jouer leur propre jeu, comme autrefois, après la guerre, il y avait des personnages comme Zhdanov au temps de Staline qui ont supervisé l'armée après la victoire des Russes contre les nazis. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien. Votre dernier livre, Napoléon face à la Russie, est paru aux éditions Ballant et on vous retrouve la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire à propos des grands personnages de l'histoire de la Russie et de l'URSS. L'actualité donc de ces personnages actuels qui jouent un rôle dans le conflit. On se retrouve donc la semaine prochaine.